On parle, je crois, de son... Putain, mais wesh, Manuel Bompard, s'il te plaît, frère. C'est quoi cette vidéo de con, là? Tu nous plonges dans le truc directement. Ah, il a mal enregistré ces bêtises, hein. Bilan au ministère de l'Éducation nationale, c'est ça? Qui fait qu'aujourd'hui, la France est championne d'Europe des classes surchargées, qui fait qu'aujourd'hui, en France, les rémunérations des enseignantes et des enseignants sont à peu près 20% inférieures à la moyenne de l'OCDE. On parle du fait qu'à la rentrée 2023, une classe sur deux n'avait pas d'enseignants qui n'ont pas pu être remplacés. Si ça, vous appelez ça un succès, moi j'ai plutôt l'impression qu'en Macronie, en quelque sorte, on promeut les ministres qui ont le plus mauvais bilan. Vous l'avez pas vu, cette fusée Attal décoller, l'opinion publique qui, sondage après sondage, on a fait le personnage politique préféré des Français. Je pense que Gabriel Attal fait essentiellement de la communication. Et je crois que les Françaises et les Français, ils attendent d'avoir des dirigeants qui changent leur vie, qui font en sorte que la situation soit moins difficile. En l'occurrence, par exemple, dans l'éducation nationale, qui fasse en sorte que nos élèves aient des professeurs devant eux quand ils vont à l'école, que nos élèves aient des fournitures scolaires pour pouvoir étudier dans des bonnes conditions. Et sur ces sujets-là, je crois effectivement que le bilan de Gabriel Attal n'est pas un bon bilan, tout simplement. On va revenir sur le bilan. Et d'ailleurs, on entend les différents syndicats qui, d'abord, reprochent à Gabriel Attal de quitter l'éducation nationale. Donc, au fond, est-ce que ça laisse pas entendre qu'ils étaient plutôt contents qu'il soit à l'éducation nationale? Ils veulent pas qu'il parte. C'est qui le ministre? Ah, mais le ministre, il va forcément changer, vu que Gabriel, il va donner sa liste, je crois... vendredi, je crois. On est quoi? On est mercredi aujourd'hui? Vous croyez? Moi, écoutez, j'ai lu les réactions des organisations syndicales d'enseignants après le départ de Monsieur Attal. Il lui reproche effectivement de partir. Il lui reproche aussi l'absence de politique pour répondre aux difficultés qu'il rencontre au quotidien. Vous le savez peut-être pas, mais par exemple, lundi, il y a eu un vote à ce qu'on appelle le Conseil supérieur de l'éducation. Le Conseil supérieur de l'éducation, c'est une instance dans laquelle il y a justement les représentants du personnel, les représentants des enseignants. Ils ont donné un avis sur la réforme du lycée professionnel. Il y a eu 0 voix pour, 50 voix contre, à peu près 20 abstentions. Ça, c'est concret, vous voyez, c'est pas de la communication. Donc je vois bien le récit qu'on essaye d'installer de Gabriel Attal, qui aurait été un ministre extraordinaire de l'éducation nationale. Je crois que la réalité est tout inverse. J'écoute notamment les syndicats de profs, et puis j'écoute aussi... les syndicats de profs, ils disent pas qu'ils sont très contents du bilan de Gabriel Attal à l'éducation nationale. Je vous ai dit exactement ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'il lui reproche pour l'instant... Mais moi, je comprends pas un truc. Pourquoi on parle de bilan? Le mec, il a même pas fait 1 an au ministère. Pourquoi un bilan? Genre, à part la Baïa, on peut pas vraiment se faire une idée sur le bilan de Gabriel Attal. Voilà, il est resté 5 mois, les frères, hein, exactement. Il a... On peut pas dire qu'il a rien fait, parce que déjà, la Baïa, c'était un gros point sur son programme, sur l'application de son programme, ce qu'il veut faire de l'école. Mais en soi, on peut rien dire, hein. Le truc sur le harcèlement aussi, mais le problème, c'est que ce qu'il a fait sur l'harcèlement, on peut pas encore voir les effets de ses solutions, de ses propositions, de ses solutions. Et ce qu'il a fait autre chose aussi, c'est les écoles tests pour, pour les uniformes. Les uniformes à l'école pour l'année prochaine, je crois. Non, pour cette rentrée maintenant, je crois que c'est cette rentrée, hein, les mecs. Hein, je crois que c'est janvier. Donc, on peut pas encore en faire un bilan. Hein, c'est... Ouais, hein. En fait, il a fait que de parler pour le moment, c'est trop tôt pour voir si c'est une réussite ou pas. Bah ouais, t'as raison, mon gars. Hein. De partir, mais c'est vrai que quand on reproche à quelqu'un de partir, c'est qu'on a envie qu'il reste. Manuel Bompard, l'interdiction de la Baïa, qui a été une des mesures emblématiques de Gabriel Attal. Ah ben voilà. L'autorité, faire de l'autorité, du retour de l'autorité, la sélection, le fait de remettre des examens, tout ça c'est exactement ce sur quoi vous vous êtes opposé, on est bien d'accord? Bien sûr, mais je continue à m'y opposer. D'ailleurs, je pense que, par exemple, l'interdiction de la Baïa a été une formidable opération de diversion pour faire en sorte qu'on ne regarde pas précisément quelles étaient les difficultés de la rentrée scolaire. Et les difficultés de la rentrée scolaire sont celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il n'y avait pas d'enseignants pour éduquer nos enfants, c'est-à-dire le fait que nos enfants avaient du mal à pouvoir disposer des livres, des fournitures qui leur permettent d'étudier dans des bonnes conditions. Et je pense que M. Attal est un spécialiste des gadgets de communication. Mais ce ne sont pas les vrais problèmes auxquels est confronté aujourd'hui l'enseignement. Vous remettriez la Baïa?
Mais c'est pas moi qui décide de mettre ou de ne pas mettre la baïa. Si vous êtes au pouvoir, ça fait partie des décisions. Est-ce que vous réautoriseriez Bien sûr, je pense que cette mesure était une mesure inutile, qui était une mesure de diversion, qui concernait une toute petite poignée. Non, mais c'est pas au-delà, c'est quand même le sujet principal. Sur le fond, vous, LFI. Mais moi, j'étais opposé à son interdiction, Apolline de Malherbe. Je suis cohérent. Donc, à partir du moment où j'étais opposé à son interdiction, vous réautoriseriez officiellement le port de la baïa à l'école. Bien sûr, je pense que c'était une mesure stigmatisante, totalement inutile. D'ailleurs, on nous avait annoncé des grandes difficultés. Il n'y en a eu aucune, qui était bien la preuve que les jeunes femmes qui mettaient cette tenue n'étaient pas du tout dans une logique d'affrontement. À partir du moment où la loi a été changée, elles l'ont respectée et je pense qu'elles l'ont mal vécu. Donc je pense que c'était... Mais vous reviendriez en arrière, en tout cas, parce que si je vous pense arriviez... que c'était une stigmatisation totalement inutile. Bref, vous êtes en train d'essayer de me faire croire que le bilan de Gabriel Attal à l'Éducation nationale était formidable. Je pense que c'est un bilan qui est un bilan calamiteux. Et je pense que le président de la République le promeuve, en dit long sur la manière avec laquelle on progresse en Macronie, c'est-à-dire quand on fait une mauvaise politique. Alors écoutons ce qu'il a dit hier lors de son arrivée à Matignon. Il a parlé notamment du rapport au travail. Travailler doit toujours payer plus que ne pas travailler. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ah bah oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais alors, dans ce cas-là, j'imagine, par exemple, qu'il va faire en sorte de s'attaquer au fait que cette année, on a connu un record historique de versement des dividendes aux actionnaires. Les dividendes, ce ne sont pas des revenus du travail. Alors que dans le même temps, les salaires, depuis 2 ans, ont progressé plus faiblement que les prix. C'est-à-dire que très concrètement, les Françaises et les Français ont vu leur salaire diminuer. Donc là aussi, moi, je veux aller au-delà des mots, des grandes phrases. Que M. Attal, s'il veut aller au bout de cette logique, nous dise ce qu'il compte faire pour faire en sorte que les salaires des Françaises et des... Mais voyez les gars, hier, pas plus tard qu'hier, hein, quand je vous disais que les Louis Boyard, j'avais cité aussi Manuel Bompard, mais là on va parler uniquement de Manuel Bompard, il est plutôt chaud dans l'éloquence, dans la manière de parler, dans son discours. Bah je suis désolé, il est fort. Je suis désolé, c'est l'un des piliers de la LFI dans ses prises de parole, etc. Vraiment, il est très très chaud. Il est très très chaud. Les Français progressent enfin. Vous avez vu comment il a rebondi ? Est-ce qu'il est prêt à augmenter le SMIC ? Est-ce qu'il est prêt, comme on l'a proposé dans notre niche parlementaire au mois de novembre dernier, à indexer les salaires sur l'inflation pour faire en sorte que aussi, quand les prix augmentent, le pouvoir d'achat des Françaises et des Français ne diminue pas ? Numéro combien ? Si on fait une tier list de la France insoumise, les gars ? Mélenchon, David Guiraud, Manuel Bompard, Louis Boyard, Mathilde Panot. Top 5. Voilà. Ruffin en 6ème. Antoine Léaumont en 7ème. Antoine Léaumont en 7ème. Antoine Léaumont, il est chaud. Mais le problème, c'est que les mecs que j'ai mis avant Antoine Léaumont sont vraiment des bons clients. Genre vraiment... Mathilde Panot devant Boyard. Non, mais les mecs, les gars, vous sous-estimez trop Boyard. Boyard est vraiment fort dans ses prises de parole. Il est très très fort. Léo, c'est qui Léo ? Corbière. Ah, c'est vrai qu'il y avait les Corbière, Raquel Garrido et tout. Ah. Léaumont foudroie Panot. Non, les gars. Non, Panot, elle est forte quand même, les gars. Franchement, Panot elle bégaye de temps en temps, mais elle connaît vraiment bien ses dossiers et ses sujets, les gars. Vraiment. Panot, elle bégaye trop. Non, mais ça va, les gars, ça va. Elle bégaye pas tout le temps, wesh. Boyard, il est fort. Franchement, il est fort, Boyard, hein. Fort Boyard. Fort. Vas-y, va te faire enculer. Vas-y, va te faire foutre, je vais mettre play. Va te faire foutre, c'est bon. Économistes, c'est d'ailleurs qu'en 2024, les salaires vont augmenter encore plus que l'inflation. Donc si on est sur votre loi, ça va presque tirer les salaires vers le bas. Non, parce que c'est un minimum, Apolline de Malherbe. On n'empêche bien évidemment pas. Non, parce que là, ça se fait tout seul. Non, ça ne se fait pas tout seul, ce n'est pas vrai. Depuis 2 ans, si vous prenez l'augmentation des salaires par rapport à l'augmentation des prix, les prix ont augmenté davantage que les salaires. Non, mais ça, on est bien d'accord. Depuis 2 ans, après, moi, les pronostics, on verra. Hein. Monsieur le maire, il nous a annoncé depuis 1 an et demi qu'on était au pic de l'inflation. Hein, depuis 1 an et demi, il nous dit, ça y est, c'est fini. Depuis 1 an et demi, les prix continuent à augmenter et à progresser. Donc je vois que M. Attal nous a fait une belle formule sur le travail qui doit payer, mais aujourd'hui le travail ne paye pas. Il y a beaucoup de travailleurs pauvres. Il faut faire en sorte que leur salaire augmente. Il faut faire en sorte qu'on bloque les prix. On va avoir, il fait froid en ce moment, on va avoir au 1er février de cette année encore 10% d'augmentation sur le prix de l'électricité. Il y a déjà eu 25% d'augmentation du prix de l'électricité l'année dernière. Est-ce que M. Attal va s'engager à bloquer les prix de l'électricité pour faire en sorte que les Français ne soient pas encore plus en difficulté
rajouter pour pouvoir se chauffer, par exemple. Ça, c'est des sujets concrets sur lesquels moi j'attends maintenant que M. Attal nous présente une feuille de route, qu'il vienne devant l'Assemblée nationale, qu'il présente cette feuille de route et qu'il se soumette, comme on le fait dans toutes les démocraties du monde. Motion de défiance. Non, à un vote de confiance. Vous avez quand même tout de suite dit, s'il demande un vote de confiance, on déposera une motion de défiance. Non, vous avez mal compris ce que nous disons. Alors expliquez-nous, c'est ce que j'ai compris hier des propos de Mathilde Panot. Nous demandons 23-49-3. Dans toutes les démocraties du monde, dans toutes les démocraties parlementaires du monde, un Premier ministre, quand il vient d'être nommé, il se présente devant l'Assemblée nationale. Il présente sa feuille de route et il se soumet à un vote de confiance. Voilà ce que nous demandons. Et nous disons que si M. Attal refuse de se soumettre à un vote de confiance, nous le forcerons, entre guillemets, à se soumettre à un vote de confiance par le dépôt d'une motion de censure. Mais moi, je préfère qu'il se soumette à un vote de confiance et dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin de motion de censure. Mais elle se fera naturellement, la censure. Je ne sais pas pourquoi ne se soumettrait-il pas à un vote de confiance. Enfin, écoutez, parce qu'il se dit qu'il n'a pas la majorité. Mais écoutez, il y a quand même quelque chose de formidable dans cette histoire. Monsieur Macron a licencié Madame Borne. Je crois que tout le monde a lu le courrier de départ de Mme Borne. Tout le monde a compris que c'est lui qui l'avait licencié. Dans une équipe de football, Mme Apolline de Malherbe, quand on licencie l'entraîneur, c'est que les résultats ne sont pas bons. Donc, qu'est-ce que M. Macron reproche à Mme Borne et qu'est-ce qu'il a l'intention de demander à M. Attal de changer? Ça serait quand même normal qu'on le sache. La logique pour vous aurait été vers la dissolution. Vous la demandez toujours? Non, la logique, c'est que... Apolline de Malaise. Putain, les gars, vous vous rendez compte? C'est le premier message sur mon stream. Il y a personne qui a fait cette blague. Apolline de Malaise. Ça fait 3-4 ans qu'on stream de la joute verbale avec Apolline de Malherbe. Il n'y a pas une personne qui a fait cette blague. Il faut que ce soit un nouveau genre, un nouveau. Django, Raillery, Kramel, vous êtes des anciens. Lyot, pareil. Sefiane, Canutella, pareil. Là, c'est un nouveau viewer qui fait cette blague, wesh. Apolline de Mal-être. Ça, c'est drôle aussi. Ça, j'aime bien. Apolline de Mal-être, j'aime bien. Voilà. Putain, et vous dormez, wesh. À partir du moment où il y a un nouveau Premier ministre, il nous présente sa feuille de route et il nous dit sur la base de quelle majorité il compte gouverner le pays. Et que s'il n'est pas capable de réunir une majorité... Waouh, vas-y, lui, il abuse. On a dit quoi sur les spams? Frérot, c'est ta mère ou quoi, Clémence Guettet? C'est ta mère. Merci pour les subs, Riri. Merci, Anacio. C'est ta mère ou quoi, frère? C'est un truc de ouf. Clémence Guettet, trop fraîche. Clémence Guettet, 10 sur 10. Clémence Guettet, banger. MDR, allez, prends une semaine de ban. On a dit quoi sur les spams? Effectivement, on retourne au vote devant les électrices et les électeurs pour qu'il puisse y avoir une majorité. S'il n'y a pas de majorité, on va avoir exactement la même chose que ce qu'on a depuis 1 an et demi, c'est-à-dire la multiplication des 49.3 à répétition, c'est-à-dire des tractations de couloir comme on a connu tout au long de l'année 2023 pour essayer d'arracher une majorité sur tel ou tel texte de loi. J'ai quand même l'impression que tout ça est très théorique. On sait que dans les faits, il n'y a pas de majorité. Nouvelle émoute. Je ne sais pas, pour qu'il puisse y avoir... Vous le savez. Mais non, mais parce que Apolline de Malherbe, vous partez du principe... Non, mais vous savez compter. Je sais compter, je sais que ce qui constitue aujourd'hui la minorité gouvernementale est effectivement minoritaire. Vous-même vous le dites. Mais bien sûr. Vous dites, je ne sais pas, mais enfin vous l'appelez la minorité. Attendez, allons au bout du raisonnement. À partir du moment où vous avez un Premier ministre, sa responsabilité c'est d'aller chercher une majorité pour soutenir sa politique. Mais à partir du moment où il ne veut rien changer, il ne veut rien bouger, il considère que tout le monde doit s'aligner sur ses positions. Alors oui, effectivement, il ne peut pas convaincre de majorité, mais il pourrait avoir une autre démarche, essayer de chercher une majorité pour faire en sorte que sa politique soit soutenue par une majorité de députés et pour qu'elle puisse être mise en œuvre. Alors allons jusqu'au bout. Il vient vous voir, il vous dit écoutez, est-ce qu'on pourrait gouverner ensemble? Vous dites pourquoi pas? Je lui dis qu'est-ce que vous êtes prêt à changer par rapport à ce que vous faites depuis 1 an et demi, depuis 7 ans bientôt, et si vous voulez mettre en place la même politique, bien sûr que non, puisque je la conteste et que je la combats. Mais si M. Attal, et il ne le fera pas, vient me voir et me dit je suis prêt à bloquer les prix sur les produits de première nécessité, je suis prêt à augmenter les salaires, je suis prêt à mettre en place enfin une vraie planification écologique, je suis prêt à passer à une 6e République, alors discutons. Mais vous savez très bien qu'il ne le fera pas, puisque tout ce qu'il fait depuis maintenant 7 ans, c'est précisément l'inverse que ce que je viens de proposer. Sur cette question des salaires, effectivement, il a dit qu'il fallait une plus grande différence entre ceux qui travaillent et qui vivent de leur travail. Et il a laissé entendre, ça veut dire qu'il faut aussi moins aider les autres, en quelque sorte. Il l'avait dit, d'ailleurs, quand il était ministre du Budget, il avait dit les classes moyennes ont le sentiment qu'on balance des canadaires d'argent public pour aider ceux qui ne bossent pas. La France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour les autres, c'est cette France-là qui est notre priorité. Mais attendez, qui sont les privilégiés dans ce pays ?
Faut arrêter avec cette logique. Vous croyez qu'une personne qui aujourd'hui vit au RSA, une personne qui cherche un travail mais qui n'en trouve pas et qui touche des allocations chômage, vous croyez que c'est une personne privilégiée? Vous croyez qu'elle vit bien? Vous croyez que quand les prix de l'alimentation ont augmenté de plus de 20%, les prix de l'énergie de 25%, vous croyez que les gens ils vivent bien quand ils n'ont pas de travail aujourd'hui? Non, par des manifestations, il avait dit... Voilà qui sont les vrais privilégiés. Il s'était adressé à vous, à l'Assemblée, il avait dit quand est-ce qu'une manifestation a rempli le frigo? Plein de fois, il a lâché cette punchline, populaire, quand on a augmenté l'augmentation des salaires. Heureusement qu'il y a eu des gens qui se sont mobilisés pour faire en sorte que la vie augmente. Quand on a obtenu la mise en place de la sécurité sociale, heureusement qu'il y a eu des mobilisations sociales dans ce pays. Et M. Attal, qui soi-disant est censé venir de la gauche, devrait se rappeler que l'histoire de la gauche, c'est justement l'histoire de mobilisation sociale, l'histoire de conquis sociaux qu'on a arrachés, pas uniquement par le pouvoir politique. Mais... En vrai, il a raison. Hein. À quel moment, en tant qu'homme de gauche que représentait Gabriel Attal, tu dis à quel moment les manifestations remplissent les frigos? Comment tu peux dire une phrase comme ça à l'Assemblée nationale? Comment tu peux dire ça? Comment c'est possible de dire ça, wesh? Et aussi par la pression sociale. Donc il ne faut pas raconter des choses comme ça. Oui, il a aussi manifesté il y a quelques années quand des postiers étaient en grève pour défendre leur travail. Il a manifesté contre les postiers qui étaient en grève pour dénoncer les gréviculteurs à l'époque. Gréviculteur qui est un terme qui a été inventé par Jean-Marie Le Pen. Je voudrais quand même le rappeler ici. Mais attendez, Apolline de Malherbe. Non, mais pour vous, il est plus de gauche. Pour moi, je vous le dis franchement, il ne l'a jamais été de mon point de vue. Quand il était militant du Parti Socialiste. Malheureusement, le Parti Socialiste a enfanté un certain nombre d'horreurs, comme sans doute Gabriel Attal, et M. Macron lui-même en fait partie d'un... Le Parti Socialiste a enfanté des horreurs en parlant de Gabriel Attal et de Macron. Putain, la punchline! Mais c'est un malade! Ah ouais, c'est violent! Ah ouais, violent! Putain! Point de vue politique, oui, bien sûr. Attendez, c'est un mot très fort quand même. Vous diriez une horreur. Du point de vue de la continuité ou du fait qu'il porte. Ça vous a un peu échappé. Vous n'êtes pas très content d'avoir. Non, attendez, Apolline de Malherbe. J'utilise les mots qui sont les miens. Il n'y a aucun problème. Je considère que la politique qui est mise en place par M. Macron et par M. Attal est effectivement une horreur. Maintenant, je vais vous dire, on était en train de dire qui sont les vrais privilégiés. Eh ben, je conteste fermement l'idée qu'on essaye de faire passer dans ce pays, qu'il y aurait finalement des gens qui profiteraient des situations quand ils sont au RSA ou quand ils sont aux allocations voilà, la France chômage. laborieuse qui a l'impression de bosser pour les autres. Ouais, mais moi, je pense effectivement qu'une grande partie de la France bosse pour les autres, mais on ne parle pas des mêmes autres. Moi, je vous parle des actionnaires du CAC 40 qui ont reçu cette année un record de dividendes, alors que de l'autre côté de la chaîne, les Françaises et les Français... Elle s'élève à combien les records de dividendes, là? Record de dividendes. Allons voir ça, les gars. Au 31 août 2023, les dividendes ont atteint en France un record historique de 46 milliards d'euros distribués aux actionnaires. Putain, 46 milliards d'euros. C'est un bond de 13% par rapport à 2022. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Putain, c'est beaucoup, hein. T'en fais partie, Dofla? Bah moi, j'investis pas dans des... Enfin si, j'investis en bourse, mais... Vas-y, frère. Là, moi, je te parle de vrais actionnaires qui ont des dividendes très élevés, qui dépassent les 5 chiffres. Vous me parlez de moi qui touche une centaine d'euros, frère. Casse pas les couilles. Merci Air Liquide, hein. Les gars, c'est incomparable, ma gueule. C'est vraiment incomparable. En plus, il a raison, Dwix. Parce que moi, j'ai pas la stat. 46 milliards de dividendes qui ont été redistribués. Mais pour combien d'actionnaires, les mecs? Combien d'actionnaires? Combien? Parce que c'est vrai que les chiffres varient en fonction du nombre d'argent que tu as investi dans les dividendes, pas dans les actions, pardon. Donc c'est pas la même chose, quoi. C'est rien comparé aux revenus des 10 publicités consécutives. T'as de la chance que t'as écrit « Je rigole » parce que je suis dans un arc ténébreux cette année, je t'aurais déjà pas ma banne. T'as de la chance. T'as vraiment de la chance que t'as dit « Je rigole » d'Oflan. Hein.
Français tirent la longue. Il y a effectivement une grande partie de la population qui en a assez de bosser pour une toute petite minorité de la population qui s'en met plein les poches alors qu'elle ne fait rien et qu'elle ne contribue en réalité pas à la vitalité économique du pays. Donc je vois bien la nouvelle politique macroniste qui est en permanence d'essayer de pointer du doigt les pauvres comme étant les responsables de tous les maux. Eh ben, excusez-moi de vous le dire, mais vous me trouverez toujours contre ceux qui vont continuer à tenir ce type de discours. Et si M. Attal veut faire quelque chose de bien pour le pays, plutôt que d'aller stigmatiser une partie de la population qui a des très lourdes difficultés aujourd'hui, qu'il pose la question de comment on va enfin partager les richesses dans ce pays, comment on va faire en sorte que les super profits qui ont été accumulés depuis maintenant 2 ans soient enfin taxés tels qu'ils devraient l'être depuis maintenant plusieurs semaines, de faire en sorte qu'on bloque et qu'on encadre les marges, notamment les marges dans la grande distribution, les marges dans l'industrie agroalimentaire qui sont responsables de l'inflation aujourd'hui. Voilà s'il veut être courageux. Parce que c'est pas courageux de s'attaquer aux faibles. Ce qui est courageux, c'est de s'attaquer effectivement aux forts qui profitent de la situation. Manuel Bompard, voilà la réaction de Jean-Luc Mélenchon hier. Attal retrouve son poste de porte-parole. La fonction de Premier ministre disparaît. Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Malheur au peuple dont les princes sont des enfants. Vous vous attaquez à son âge? Non, pas du tout. Il est trop jeune? Non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Un malheur au peuple dont les princes sont des enfants. Souvent, ça arrive, Apolline de Malherbe, que vous ne compreniez pas toujours très très bien nos expressions. Parce que vous les expliquez pas très bien. Heureusement, je suis là pour vous éclairer. Heureusement qu'on a l'explication de texte et la traduction. Alors, ça veut dire quoi, malheur au peuple dont les princes sont des enfants? Le sujet, je ne crois pas que le sujet, ce soit l'âge du capitaine, en l'occurrence. Le sujet, c'est le cap. Maintenant, la question qui est posée, c'est qu'effectivement... Attendez, je pense effectivement que le parcours de Gabriel Attal, est un parcours assez singulier. On peut pas dire qu'il a connu, on peut pas dire qu'il a beaucoup travaillé, on peut pas dire qu'il a beaucoup été confronté aux difficultés des Françaises et des Français, et donc il n'est pas forcément très bien placé pour gouverner ce pays et pour savoir quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les Françaises et les Français. Moi, j'ai 37 ans. À partir de quand vous avez estimé que vous étiez capable? Ouais, mais écoutez, moi, j'ai 37 ans, j'ai fait des études, j'ai travaillé, j'ai fait un doctorat, j'ai fait un post-doctorat, j'ai travaillé dans une petite entreprise qui travaillait sur le sujet de l'intelligence artificielle. Je pense que j'ai plus que monsieur Attal. Putain, mais regardez-moi le droitard, wesh. C'est pas bien d'être jaloux, il est jaloux de Gabriel Attal. Toujours la faute du CAC 40, on entend toujours le même discours. Putain, mais les droitards, on peut vous reconnaître à des kilomètres sur mon chat, hein. On peut vous reconnaître à des kilomètres. Le gars, il a fait une école privée. Il est issu d'une famille aisée où il a vraiment pas connu la haisse et c'est juste factuel. Le gars est en train de faire une comparaison pour vous montrer à quel point il peut être proche des Français, on va dire entre guillemets proche des Français. Je sais pas, vous voyez de la jalousie. Il est jaloux de Gabriel Attal. Bah non, il n'est pas jaloux de Gabriel Attal, il répond à la question d'Apolline de Malherbe. Apolline de Malherbe lui pose une question, il répond à la question en parlant de son palmarès et vous dites qu'il est jaloux de Gabriel Attal. Wesh, c'est une dinguerie quand même. Wesh. Si, il est jaloux de son succès IMO. Bon les gars, je vais commencer à vous perdre ma banne. Vas-y, explique-moi, vas-y, donne-moi un argument du coup. Vas-y, du coup, donne-moi un argument. Là, si je suis pas convaincu, t'es pas ma banne. Là, on va commencer à être un dictateur. Non, parce que là, vous me cassez les couilles, vas-y. Donne-moi un vrai argument, exprime-toi. Ta carte blanche. C'est quoi ton argument ultime pour dire que monsieur est jaloux de Gabriel Attal? Vas-y, donne-moi l'argument ultime. Vas-y, donne-moi. Là, c'est la dictature. Non, j'en ai marre des trucs comme ça, les mecs. J'en ai marre. J'en ai marre. Depuis tout à l'heure, il ouvre sa grande gorge, mon gars. C'est une dinguerie, frère. C'est de la démagogie, nanani, nanana. Les investisseurs s'enrichissent, c'est normal. Le pur droitard, lui. Il juge sur le fait qu'il est très jeune, avec peu d'expérience hors de la politique. À quel moment il a parlé de son âge? À quel moment? Apolline de Malherbe a repris le tweet en parlant d'enfant et en parlant d'âge. Manuel Bompard a dit encore une fois que ça n'a rien à voir avec l'âge. Donc à quel moment il a jugé sur son âge? Du coup, on écoute? Juste là. Non, non, il a pas parlé d'âge. Non, 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 non. Je me dis qu'il est aligné avec les propos de Jean-Luc Mélenchon. Mais peut-être que Mélenchon ne parle même pas d'âge. C'est pas parce qu'il a parlé d'enfant qu'il parle directement de l'âge. Faut juste comprendre les mots de Mélenchon. Grand philosophe qui aime bien jouer sur les mots. Mais peut-être qu'il parle pas de l'âge de monsieur Attal, gros suceur. Du coup, c'est quoi ton argument? Je comprends pas. Je l'ai compris comme ça, perso. Bah t'as mal compris. T'as mal compris.
T'as mal compris. T'as compris avec une mentalité de droitard et une mentalité d'anti-Mélenchon. Parce que viscéralement, tu détestes Mélenchon. Si Mélenchon pouvait mourir demain, tu serais content. J'ai tort ou j'ai pas tort? J'ai tort ou j'ai pas tort? Ah. Vous voyez? Vous voyez les anti-Mélenchon qui veulent pas comprendre le fond de leur pensée, le fond des discours, le fond des tweets. Ah. Ah ah ah. Ah. Bah explique si Papadage il parle de quoi? Bah il vient de le dire à l'instant. En fait, il compare son CV avec celui de Attal où il exprime pas l'âge, mais il parle du fait, merci pour le sub grande instance, il parle du fait que c'est plus légitime un Premier ministre qui a eu une carrière où, vas-y, il a fait des emplois, il a fait des études, il a connu la HES, il a connu l'école publique, qu'un mec qui a eu un parcours tout tracé. Il estime qu'il est plus légitime. Mais ça n'a rien à voir avec l'âge, encore une fois, les gars. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Encore une fois, ça n'a rien à voir. C'est hors sujet. Il parle juste d'expérience, mais dans la vraie vie, dans le réel. On a tous compris ça, Dofla. Mais frère, il y a des idiots qui n'ont pas compris. Il faut que j'explique ça, Pampa. Mon gars Pampa, je suis obligé d'expliquer ça à des idiots. Ils comprennent pas, sinon. Ils comprennent pas. C'est une dinguerie quand même. L'expérience n'est pas forcément liée à l'âge. Si à 34 ans, Gabriel Attal, il a connu l'école publique, il a connu des emplois, il a connu des choses, etc., etc., je t'aurais dit, ok, pas de problème. Là, Manuel Bompard, j'aurais été contre ses arguments. Ou peut-être qu'il aurait trouvé autre chose. Mais là, c'est pas pareil, les amis. Là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je sais pas, moi. C'est pas la même chose. En plus, il a été grave clair dans ses propos, là. Il a été limpide, hein. Il a été limpide. Attal, qui est quand même peu sorti des 6e et 7e arrondissements de Paris, était confronté aux difficultés auxquelles sont confrontés les Françaises et les Français. On a quand même le droit de dire que le parcours singulier de Gabriel Attal n'est pas le parcours de n'importe quelle Française et de n'importe quel Français. Et je ne crois pas que ça soit une attaque personnelle à son égard de dire ça. Oui, sauf que là, en l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon, il parle de l'âge. Il estime que c'est un enfant. Bah non, je crois pas. Je crois qu'il parle justement de son expérience, des éléments de la vie auxquels il a été confronté. C'est souvent compliqué hein, de comprendre ce qu'il veut dire. C'est parce que souvent, vous voulez pas toujours bien comprendre. Bah moi, je sais pas. Bah, ça va, t'abuses quand même. Tu dis que Mélenchon, il a jamais travaillé. Excuse-moi, hein, Mélenchon, il a bossé. Il était en école publique aussi. Enfin, en fait, il a bossé dans sa jeunesse, mais le problème c'est qu'il est tellement vieux que maintenant on retient que ses mandats. Genre l'enchaînement de mandats quand il était sénateur et député, enfin... Les gars, Mélenchon il a travaillé avant, mais on retient que ces 10 dernières années. Alors que Mélenchon c'était quelqu'un avant. C'est pas un concours, non mais il y a des idiots dans le chat, je suis obligé de les répondre les gars. Si je réponds pas, je suis obligé hein. Attends, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, Bompard. Attends, j'ai peur qu'il soit contradictoire aussi, Bompard, parce qu'il avait très bien commencé. Attendez, on écoute, les gars, on écoute. De son expérience, des éléments de la vie auxquels il a été confronté. C'est souvent compliqué hein, de comprendre ce qu'il veut dire. C'est parce que souvent, vous voulez pas toujours bien comprendre. Bah quoi, moi, je sais pas, le mot enfant, je le comprends comme le mot enfant. Je savais pas qu'en fait, enfant, ça voulait pas dire enfant. Bah, peut-être qu'enfant, ça veut dire enfant, mais peut-être qu'enfant, ça veut dire du point de vue des éléments de la vie auxquels on a été confronté. Mais après, si vous voulez poser des questions à Jean-Luc Mélenchon, le mieux c'est de les poser à lui. Parce que moi, vous savez, je suis pas non plus son... Il est absolument le bienvenu, mais semble-t-il, il n'aime pas se lever le matin. Vous l'inviterez. C'est en tout cas comme ça qu'il me répond. Il aura l'occasion d'expliquer ce qu'il voulait dire par là. Mais n'hésitez pas à lui dire que ça vaut la peine de temps en temps de mettre son réveil. Je lui dirai, il n'y a pas de problème. Mais en l'occurrence, il me semble que mon point de vue et la caractérisation que je fais de Gabriel Attal et de la... Mélenchon a zéro expérience en dehors de la politique, non? Après, franchement, les gars... Alors, je suis pas un spécialiste de Mélenchon, mais les gars, pourquoi vous allez pas tout simplement sur Wikipédia pour vous enseigner, genre? Allez sur Wikipédia pour connaître le passif de Mélenchon. Je sais pas. Je vais pas faire une comparaison avec Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, elle était avocate, je ne sais pas si elle exerce encore, j'en sais rien, mais allez directement sur le parcours professionnel de Jean-Luc Mélenchon, tout simplement, genre démerdez-vous un peu. Je sais pas, moi. Politique qu'il envisage de mener est politique et certainement pas personnel. Moi, j'ai jamais j'ai pas toute le lait, j'avoue, j'ai pas fait mon tweet. Personnel. Je n'ai pas de problème personnel avec M. Attal. Par contre, je conteste sa politique. Je suis un mauvais influenceur. Je conteste les choix qu'il a fait pour l'instant et les choix qu'il manifestement s'apprête à faire. Qu'est-ce que vous retiendrez d'Elisabeth Borne? Des 49.3, une réforme des retraites passée en force
malgré l'opposition de à peu près 9 actifs sur 10. Je pense que Madame Borne a fait beaucoup de mal au pays. Et la fin de son mandat est aussi dramatique que l'ensemble des actions qu'elle a posées avec cette loi immigration qui est une honte, qui a défiguré la France. Et que Madame Borne a pris elle-même les rênes dans la dernière ligne droite des négociations pour avaler toutes les couleuvres et céder à l'ensemble des injonctions de l'extrême droite. Et je pense que de ce point de vue-là, elle portera une très lourde responsabilité qui, il faut le comprendre, fait beaucoup de mal à la France. Vous savez, quand vous vous déplacez un petit peu en dehors de notre pays aujourd'hui, les gens ne comprennent pas et ont le sentiment que la France est en déclin, qu'elle se replie sur elle-même, que maintenant on s'attaque aux étudiants étrangers en France, alors que ça devrait être une fierté de faire en sorte que la France accueille des étudiants étrangers, qu'on partage notre savoir, que la France soit attractive. Je pense que Madame Borne, en relayant et en mettant en place la politique de M. Macron, fait beaucoup de mal à notre pays. Et que le choix qui nous est posé aujourd'hui, c'est est-ce qu'on continue dans ce déclin de la France ou est-ce qu'on offre une alternative? Et moi, avec la France Insoumise, j'essaye de proposer un autre chemin pour faire en sorte qu'on vive mieux dans ce pays, pour qu'on fasse en sorte qu'on résolve enfin les problèmes de nos services publics. Mais sur cette loi immigration, est-ce que vous aussi, vous serez dans la rue le 21 janvier? Déclin de la France, c'est un peu fort. Bah, pour moi, la France, elle décline, les mecs, hein. On peut pas dire que la France est au beau fixe ces derniers temps, hein. Je sais pas, hein, quand tu vois la gueule de notre service public, la gueule des transports en commun, enfin... Je sais pas, l'inflation qui est pas maîtrisée, le fait que l'État, il n'y a pas d'interventionniste sur la question des super profits. Bruno Le Maire, il demande, alors qu'il doit exiger par la loi de faire baisser les prix. Enfin oui, la France est en déclin, je suis désolé les gars, hein. Je suis désolé. Je suis désolé. La situation à Mayotte, la situation en Guadeloupe, enfin, excusez-moi, je sais pas, hein, les mecs, pour moi, c'est un déclin, genre. C'est un déclin. C'est pareil partout, IMO. Mais on s'en bat les couilles des autres pays, les mecs, hein. Là, on parle juste de nous. Là, on est en train de parler de nous. Le sujet, c'est nous. Quand Manuel Bompard, il parle de déclin, il parle de la France. Enfin... On est dans une situation, c'est un déclin, frère, c'est juste la vérité, c'est comme ça. Quand tu vois le classement PISA, où Macron, il est en France, enfin, il fait son 2e mandat, il avait plusieurs années pour redresser l'éducation nationale, avec potentiellement des résultats qui auraient pu apparaître dès cette année, bah le classement PISA, on est en train de s'enfoncer, on est toujours aussi nul en mathématiques, toujours aussi nul en orthographe et en français, enfin, oui, on est dans un déclin. Voilà. Ce sera mieux avec LFI. Bah, t'en sais rien. Pourquoi ce serait... Est-ce que tu penses que ce serait mieux avec LFI? T'en sais rien. Est-ce que ce serait mieux avec Marine Le Pen? Si Marine Le Pen, elle est présidente de la France et qu'on est toujours dans un déclin en termes de classement dans le PISA, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi, petit suceur? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Alors? Il y a cet appel à la mobilisation de 201 personnalités. Bah écoutez, moi je manifesterai déjà dimanche parce qu'il y a une première date de manifestation, c'est ce dimanche, le 14 janvier, contre cette loi immigration pour exiger son abandon. Vous n'avez pas pu vous mettre d'accord? Ben c'est pas moi, hein. Moi je soutiens les 2 appels à manifester. Je vais vous dire franchement, j'aurais préféré qu'il n'y en ait qu'une. Mais il y en a 2 en l'occurrence. Mais pourquoi vous renoncez pas à celle du 14 pour celle du 21? Parce qu'il y a des gens qui manifestent le 14, il y en a qui manifestent le 21, et moi je suis d'accord avec tout le monde, donc je vais manifester avec les 2. Donc vous manifesterez les 2 dimanches. Ben voilà, bon. Mais si c'était moi qui décidais, je vous promets, il y aurait eu une seule date de mobilisation. Mais le 21, il y a notamment les organisations syndicales. Bien sûr. Donc c'est une date importante, le 21 janvier. Moi, je manifeste, j'appelle les Françaises et les Français à manifester. Je crois que tout le monde doit comprendre que, contrairement à la communication qui a été faite sur le sujet, cette loi sur l'immigration, en l'occurrence, elle ne va résoudre aucun problème des Françaises et des Français. En quoi un Français aujourd'hui va avoir sa vie améliorée parce qu'on va rendre la vie plus difficile pour un travailleur étranger. Et je voudrais que tous les... Comment ça, t'as l'air sérieux? T'as l'air bien sérieux. Non, mais le sujet, il est important. Le sujet, il est important, et d'autant plus que Là, tu vois, là, il y a des viewers, il y a ma commu qui prend ce sujet aussi très au sérieux, et du coup, on a un échange assez fluide, assez intéressant entre vous et moi. Donc moi, j'aime bien. Les gens qui nous écoutent le comprennent. Si l'ensemble des travailleurs
qui travaillent en France et qui sont de nationalité étrangère, décidaient d'arrêter le travail pendant une journée où les travailleurs étrangers arrêtaient de travailler, le pays pourrait pas tenir. Parce qu'on a besoin de ces travailleurs étrangers que vous connaissez comme moi quand vous vous levez le matin très tôt, que vous allez dans le RER, que vous allez dans le métro, vous les voyez, c'est eux qui occupent les fonctions qui sont les fonctions essentielles à la vie. Ce sera la manif de Fla. Moi, je le répète encore, les manifs m'intéressent pas, les gars. Moi, je suis pas trop... je suis pas trop dans les manifs. Il a dit tout à l'heure que les manifestations, il y a des moments où ça pouvait remplir le frigo, mais alors je partage pas les paroles de Gabriel Attal, mais moi non, je reste chez moi les mecs, hein, je reste chez moi. Fait froid en plus, hein, fait moins 3 degrés frère. Et après mon autre excuse, c'est quand il fera trop chaud, je vais dire, ah les gars il fait trop chaud, la flemme hein. La flemme, hein. La vie de la nation aujourd'hui. Et donc, les pointer du doigt, les stigmatiser. J'ai fait 2 manifs dans toute ma vie, hein. 2 manifs. Qui va diriger votre liste LFI? C'est Manon Aubry? Manon Aubry, c'est aujourd'hui notre chef de file. On a une convention sur les élections européennes de lancement officiel de notre campagne qui aura lieu au milieu du mois de mars. Je le souhaite toujours. Je vais vous dire franchement, je pense que le vote de la loi immigration devrait sonner comme un élément qui déclenche un sursaut à gauche. J'ai proposé immédiatement à l'ensemble des composantes de la NUPES de se réunir. Si on veut être en capacité de proposer une alternative face à la Macronie qui est en train de... Je vais vous répondre. Face à la Macronie qui est en train, honnêtement, de se dérober et face à l'extrême droite qui apparaît comme une alternative possible, il faut proposer un autre chemin. Et je pense que la NUPES devrait être en capacité de proposer cet autre chemin. Ils ne m'ont pas répondu, tout simplement. Je leur ai proposé qu'on se rencontre. Donc je profite du micro ici pour leur relancer l'appel, pour leur dire franchement... Donc là, comment t'imagines la France avec la France insoumise au pouvoir? Est-ce que tu penses qu'elle va décliner encore plus? Le problème c'est que le souci les gars c'est que tu vois les jeunes qui veulent pas voter ils commencent à voir plus clair dans le jeu politique de l'Union Européenne. On sait bien que c'est un peu l'Union Européenne, la Commission qui décide un petit peu de comment doit tourner tel ou tel pays. Est-ce qu'un président peut véritablement changer la face de la France sans passer par la Commission Européenne? Je ne sais pas les gars, c'est impossible à prévoir, c'est impossible. C'est impossible les gars, c'est impossible. Peut-être que dans un imaginaire, dans l'imaginaire justement des extrêmes droitards, dans un imaginaire, si Marine Le Pen sera présidente, la France se portera mieux, il y aura peut-être des résultats, on n'en sait rien les gars, franchement c'est imprévisible. C'est vraiment imprévisible, vraiment. Est-ce que la France Insoumise a un programme? Ouais, ils ont un programme qui reste le même depuis la dernière présidentielle et que ça ne bouge pas. Et elle s'appelle, c'est le programme de la NUPES quoi. Donc le programme, il est toujours là. On est plus efficace que les textos et les appels. Je leur dis franchement, ce serait irresponsable que dans cette situation-là, face à de tels dangers, à une telle gravité, ce serait irresponsable que la NUPES soit pas en capacité d'avoir une liste commune aux élections européennes. Il faut le faire. Franchement, on est dans une situation terrible. Hier, une femme est morte à cause du froid. Je voudrais juste en dire un mot et après j'ai compris qu'il fallait s'arrêter. Que fait le gouvernement sur ce sujet? Ok, le théâtre, la comédie du remaniement, à un moment, il y a des difficultés en face de ça. Et ces difficultés, c'est notamment le froid. 300 000 personnes qui dorment dans la rue. Je demande un plan d'urgence pour qu'il y ait 0 SDF, la réquisition des logements vides, enfin des nouvelles places d'hébergement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas davantage de gens qui meurent face au froid. Ouais. Ça, les gars, je vous dis la vérité. J'aimerais bien voir la LFI au pouvoir juste pour voir s'ils sont en capacité de faire en sorte qu'il y ait 0 SDF. Macron, il avait dit quoi? Macron, il avait dit qu'il veut le moins de SDF possible. Il n'y a jamais eu autant de SDF durant son quinquennat. Il l'avait promis, les gars. Vous pouvez retrouver son passage de Macron qui avait dit qu'il veut quasiment plus aucun SDF dans la rue. Il y en a toujours autant. C'est une dinguerie. Genre, moi, j'aurais bien aimé voir la France Insoumise capable de faire un plan 0 SDF dehors. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, les mecs. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Tu peux pas avoir 0 SDF quand tu es pour l'immigration massive. LFI, ils sont pour l'immigration massive? Ah bon? Ah bon? Ok.